Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez. Je suis aujourd'hui avec Dan Noël de Starterland. C'est la tête et les muscles de cette entreprise. Il est passionné du digital et de l'entrepreneuriat. J'ai souhaité l'avoir dans le podcast pour son énergie. Pour moi, il a le feu sacré et aussi bien sûr pour son esprit entrepreneurial. Dan, bienvenue. Salut Valérie, merci d'être venue nous voir dans nos bureaux de Neuchâtel. Je suis très heureux de te revoir. Oui, moi aussi, c'est vraiment cool. On s'était vu au LinkedIn local il n'y a pas très longtemps. Exactement. Mais c'est toujours chouette de se croiser. Et on se connaît de quelques dates, puisqu'en fait, je peux dire que c'est un peu grâce à toi que j'ai mis le pied dans le digital, puisque c'est la première formation de marketing digital, c'était chez toi. Mais oui, il y a de nombreuses années déjà, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est là que j'avais découvert. 2010, 2011. Dans la cave d'un restaurant lausannois avec toi et David Labouré, je me rappelle très bien. Fond. Excellent. Ouais, dingue. Donc Dan, toi, tu es à ton compte, tu es un multi-entrepreneur, tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Raconte-nous un peu ton parcours professionnel, ton évolution de vie personnelle, parce que je sais que tu étais multi-activité. Et vas-y, lâche-toi, raconte-moi. J'ai combien de temps? Non, je déconne. Non, effectivement, moi j'ai fait des études de marketing. J'ai un master en marketing management avec une spécialisation dans la modélisation du comportement du consommateur. À l'époque, on parlait de data mining, mais pas de big data. Et donc, c'était un métier particulier à l'époque. Il y avait très peu de gens qui le faisaient. Il fallait des gros volumes de données. Les logiciels coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, globalement, après mon université et puis le fait qu'on m'ait bourré la tête pendant 4 ans en me disant qu'on est l'élite de la nation, j'ai cherché à aller dans la plus grosse boîte que je pouvais. Et puis, la plus grosse qui m'est apparue et que j'avais dans la tête depuis petit, c'était Nestlé. Et donc, j'ai commencé ma carrière chez Nestlé International au sein d'une petite entité de business intelligence. C'était très bon art parce qu'en fait, on avait un gros budget, personne ne comprenait pratiquement ce qu'on faisait, mais on dépendait directement du directeur finance monde. Et puis, on a pu faire des trucs assez géniaux, on a testé des nouveautés, apprendre à créer de l'algorithmique et autres. Puis, il se trouve que les compétences qu'on avait à l'époque étaient beaucoup moins répandues qu'aujourd'hui. Donc, c'est un mélange de sociologie, de marketing, d'informatique, bien entendu, de maths, de statistiques. Et puis, ça attirait beaucoup les autres entreprises. Et puis, tous les collègues avec qui je travaillais se faisaient débaucher par des grosses boîtes, les uns après les autres. Et à un moment donné, moi, ce qui me faisait rêver chez Nestlé, c'était d'aller sur un marché, donc d'aller en Amérique du Sud. J'avais même remarqué que le Venezuela me plairait bien. Moi, j'ai des potes qui avaient vécu ou voyagé là-bas. Et puis, quand je suis allé voir les RH pour leur poser la question, ils m'ont dit non, mais maintenant, vous êtes beaucoup trop connus dans ce que vous faites. Et donc, on serait vous, on irait faire du marketing ailleurs. Sous-entendu, vous reviendrez plus tard. Et il n'y a pas fallu me le dire 2 fois. Je suis parti dans le monde bancaire où j'ai fait plus de 10 ans. Où je me sens très bien parce que j'ai jamais été vraiment un banquier. Les banquiers me considéraient comme... J'étais pas du sérail, j'étais suspicieux. Et puis, en fait, mes collègues du marketing que je croisais de temps en temps au séminaire ou mes anciens collègues de cours universitaires me parlaient bizarre parce qu'ils pensaient que j'avais vendu mon âme au grand capital. J'étais plus le créatif. Mais en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à côté de ça, moi, je viens d'une famille où tout le monde est entrepreneur, mis à part mon père, qui est le seul de la famille qui a travaillé toute sa vie dans le groupe. Il a terminé notamment l'année passée au groupe Swatch, il est en retraite maintenant. Et puis, il se trouve que moi, j'ai baigné dedans. Mon grand-père était quelqu'un qui, lorsqu'il ne trouvait pas ses paires de godasses, créait un magasin de chaussures, débauchait sa fille, qui est donc ma mère, qui bossait chez PKZ, pour qu'elle devienne la gérante. Ensuite, ma maman a pris goût. Enfin, tout le monde dans ma famille est comme ça. Et j'ai dû me rendre à l'évidence à un moment donné que malgré une croissance de carrière super intéressante, il se trouve que j'étais jamais heureux, je cherchais toujours quelque chose de différent. Et j'ai toujours créé à côté de mon boulot ce que j'appelais des projets qui étaient des embryons de création d'entreprise. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, moi, c'était voler de mes propres ailes, créer mes propres projets. Et c'est là que j'ai décidé à un moment donné de basculer du côté obscur de la force. Et puis donc j'ai décidé de quitter les grandes multinationales pour me lancer d'abord comme freelancer, donc dans le domaine du marketing scientifique, qui était un métier, comme je le disais tout à l'heure, pas très usuel. Et du coup, tous mes anciens employeurs sont devenus spontanément mes premiers clients. C'est clair. C'est très agréable. En plus, avec un effet que certains qui écouteront, peut-être auditeurs, vivront s'ils décident de passer en freelance, ce que j'aime appeler l'effet consultant. C'est-à-dire qu'on m'écoutait enfin, je racontais exactement les mêmes choses. C'est clair, c'est cool. Hein. Mais par contre, quand tu tarifes 1200 ou 1600 francs la journée, ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai eu une opportunité ça fait 12 ans maintenant,
reprendre l'entreprise dans laquelle on se situe aujourd'hui, qui est une entreprise qui était fondée notamment par l'oncle de ma femme, qui voulait changer de vie. Et puis je me suis dit, c'est vraiment c'est l'appel. Et puis donc j'ai quitté ma micro-entreprise où j'étais tout seul pour venir dans cette petite entreprise à Neuchâtel qui à l'époque comptait 6 collaborateurs et qui faisait beaucoup de fiduciaires, beaucoup de formation et un petit peu d'entrepreneuriat. Et puis moi j'y ai trouvé vraiment ma voie puisque depuis j'ai vu que non seulement créer mes propres projets, ça m'anime particulièrement, mais ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est accompagner les gens pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise. Et là, ça fait plus de 12 ans que j'accompagne des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs en herbe. Ça va sans jugement de valeur depuis le kiosque jusqu'à la start-up hautement technologique. Ouais. Et depuis 12 ans, j'ai dû accompagner à peu près 2000 projets. Donc c'est une activité absolument fantastique. Et j'ai plus vraiment l'impression de travailler depuis que j'ai vraiment embrassé ma propre raison d'être, quoi. On peut le dire comme ça. Ouais, c'est ça l'entrepreneuriat, non ? C'est plus avoir l'impression de travailler. Ouais, alors faut être honnête, je crois que je le dis assez souvent dans plusieurs vidéos, mais il y a quand même des moments, sérieusement, c'est un peu le roller coaster, on passe de tantôt sur le toit du monde, des fois au 4e sous-sol, et puis ça peut se faire à quelques minutes près, selon ce qui se passe, mais finalement, quand tu es animé de quelque chose et que tu découvres pourquoi tu le fais, tu donnes du sens, moi, effectivement, comme tu viens de le dire, j'ai plus forcément l'impression de travailler, mais d'être plutôt dans une sorte de jeu perpétuel dans lequel j'apprends tous les jours, même quand on prend des claques, c'est complètement différent. Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, enrichissant que quand tu peux accompagner quelqu'un, lui donner des pistes, l'aider, puis qu'il puisse inventer son propre futur, puis que tu as pu contribuer d'une certaine manière. C'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement intéressant et passionnant pour moi. Puis c'est beau, quoi. Enfin, ça te fait du bien et ça lui fait du bien à lui, quoi. Ouais, exactement. Et puis de voir ces idées qui se transforment en projets concrets, je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Ok, je comprends très très bien. Donc tu es à ton compte. Combien de marques ou d'entreprises tu gères là ? Parce que il me semble que c'est assez énorme. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je suis un peu hyperactif de nature aussi. Et puis il se trouve que, comme je te le disais à l'instant, quand je suis arrivé dans cette société, on avait un petit portefeuille de produits, on était 6 collaborateurs, collaboratrices. Et puis mon cerveau étant foisonnant de créativité et d'idées, je n'ai pas arrêté parce que j'aime accompagner les gens à créer des boîtes, mais j'aime aussi créer les miennes et mes projets. Et puis, je n'avais pas fait le compte avant que tu m'en parles dans la préparation de cette interview. Et puis actuellement, si on prend les différentes entités que j'ai créées et qu'on anime, on en est à 7, dont Starterland, donc, qui est mon dernier bébé, et d'autres projets qui vont depuis... des projets qui sont des mesures du marché du travail, parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir un aspect social dans notre activité. Moi, ça m'anime. Plus d'autres activités dans le domaine de l'entrepreneuriat et du marketing. Et puis, actuellement, je travaille sur un 8e gros projet qui devrait voir le jour l'année prochaine, qui va être un truc assez monstrueux si ça peut se faire. Mais malheureusement, je ne peux pas en dire trop parce que le truc est vraiment relativement confidentiel. Plus les autres projets auxquels je participe, parce que c'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement de ces créateurs d'entreprises, ça m'arrive assez régulièrement de croiser des projets géniaux et de dire tiens, si je pouvais en faire partie. Et là, actuellement, il y a quelques mois, j'ai rejoint un projet qui s'appelle AtooJob, qui est une nouvelle plateforme pour les freelancers. Ouais. Et c'est tout d'un coup, ça m'anime et puis j'ai envie de rejoindre l'équipe. Donc, il y a non seulement les projets que je crée et que je gère avec mon équipe, puis d'autres dans lesquels j'y vais, entre guillemets, en guest star, quoi, comme ça. Mais du coup, c'est quoi qui fait que tout d'un coup, tu as envie de faire partie de ce nouveau projet Je dirais que c'est vraiment c'est pas du tout un aspect pécunier, ça c'est vraiment un truc qui arrive en millième raison pour moi. Non, c'est vraiment le contact avec le créateur d'entreprise. Vraiment, comment la personne est animée, puis quelle est la raison d'être, quelle est la voyologie. Ouais, exactement. Voilà. Et puis vraiment, si je me reconnais dedans et qu'à un moment donné, je me dis mince, pourquoi j'ai pas eu cette idée ? Et puis globalement, quand ça clique, les gens sont assez contents qu'on puisse travailler ensemble. Alors, j'essaye de pas m'installer comme une perfusion, donc bien souvent c'est une période d'accompagnement prolongée, et puis à un moment donné, les gens volent leurs propres ailes, mais ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir amener ce regard extérieur, donc de ne pas être non plus partie prenante directement dans l'entreprise, notamment financièrement, mais ça permet d'être un peu advisor comme ça. Et ça, je trouve que c'est particulièrement passionnant, quoi. Quand tu es parti de la banque, là, il y a plus de 12 ans, tu t'imaginais que ça se passerait comme ça ? Enfin, tu voyais les choses comme ça, tu disais « Ah non, je vais mettre à mon compte parce que enfin, je veux qu'on m'écoute, je veux faire le consultant, je veux faire profiter de mes compétences. » Enfin, ou tu avais cette vision « Je vais être entrepreneur ». Alors,
J'y suis, c'était un peu une bascule comme ça, à l'opportunité, c'est un peu comme on dit, le coup de pied au cul qui arrive au bon moment. Bien que, comme je te disais, j'avais donc le premier projet que j'avais créé, je peux le dire, parce qu'il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, parce que j'irais en tôle quand même, s'il n'y a pas prescription. Mais le premier projet entrepreneurial que j'ai lancé, j'avais 12 ans, en fait, j'ai toujours été très à l'aise avec l'informatique, puis je craquais des jeux vidéo, quoi. Je n'ai jamais arrêté. Donc, quelque part, j'ai toujours eu ça en tête, mais ce n'était pas aussi affirmé. Et puis, le fait d'y goûter, et puis d'être dedans tout d'un coup, c'est vrai, quand je suis arrivé il y a 12 ans, moi, au début, ça m'avait paru comme une espèce de salariat plus sympathique, quoi, puisque j'allais être le patron et donc j'allais pouvoir m'organiser comme je voulais, comme je fais beaucoup de musique. Je me dis, ça me laissera plus de temps, tu seras le patron, quoi. Et puis, après quelques semaines, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans ma zone de flow, comme ça. C'est pas une zone de confort, au contraire, c'est vraiment là où j'avais plus l'impression de travailler et que tout d'un coup, même mes activités créatives d'à côté me paraissaient moins sexy, notamment le DJ ou producteur de musique, parce que je m'éclate tellement dans ce que je fais. Et puis, par contre, c'est vrai que depuis, j'en parlais avec mes parents il n'y a pas très longtemps, mais depuis tout petit, j'ai toujours eu des visions comme ça, en disant, un jour, j'aurai plusieurs entreprises, et puis, j'avais des ambitions quand même qui étaient très fortes, quoi. Alors, j'en suis encore loin, parce que, évidemment, c'est souvent le chemin qui est beaucoup plus intéressant que l'objectif. On est d'accord. Mais, je crois que assez rapidement, je me suis rendu compte que je voulais faire quelque chose de différent de cette entreprise que j'ai eu l'occasion d'intégrer. Et puis de venir... Parce que quand tu arrives dans une entreprise qui existe déjà, il y a le passif par rapport à la petite boîte où j'étais tout seul auto-entrepreneur. Mais tout d'un coup, tu arrives, il y a des collaborateurs, il y a un historique, il y a un passif, il y a des produits. Et puis, j'ai dû me rendre compte, moi qui suis quelqu'un d'hyper actif, rapide, comme ça, je déteste quand ça traîne, j'ai dû me rendre compte qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin et que ça prend souvent beaucoup plus longtemps de réorienter comme ça. Et là, ça fait 12 ans maintenant, et ça commence vraiment à ressembler à ce que je voulais faire. Et donc, il y a eu plusieurs tours de manivelle. Quand je suis arrivé, on était 4 associés, enfin, avec toutes les problématiques que ça peut représenter. Et ça, moi, je ne connaissais pas du tout. Je suis arrivé en disant, je rêve de faire ça, je suis animé de cette fibre entrepreneuriale. J'avais aucune idée de ce que ça pourrait représenter au niveau organisationnel, gouvernance. Ça, c'est des trucs qui me passent au-dessus. On va créer des projets, puis on va avancer. Et bien, j'ai dû me rendre compte que oui, on peut faire ça, mais à côté, il y a toute une partie qui fait partie du rôle du chef d'entreprise et que j'ai dû apprendre. Et maintenant, avec le temps, tout s'est mis en place. Et l'outil, maintenant, est vraiment... correspond à mes ambitions, quoi. Et on peut aller de l'avant. Waouh. Mais bon, je te pose plein de commandes, puis je fais des petits apartés par rapport à ce que j'ai prévu, parce que du coup, ça me vient. Mais comment tu fais au quotidien, enfin, tu vois, quand ça va pas comme tu as envie et que tu arrives à tenir 12 ans pour que ça ressemble à ce que tu veux, quoi, tu vois, parce que moi, ça me paraît, enfin, c'est impossible pour moi. Alors, clairement, il y a des moments qui sont pas toujours faciles, comme on disait tout à l'heure. Il y a des fois où on est un peu au 4e sous-sol. Mais c'est vrai que, quelque part, moi, je suis persuadé du bien fondé de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est pas le fait de devenir riche, tout ça. Enfin, c'est une question subsidiaire. On dit souvent, d'un million de personnes, tu seras millionnaire, quoi. J'en suis encore loin, bien entendu. Mais clairement, je sais où je veux aller. Et puis, j'ai pris du temps. Au début, c'était pas facile. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que les embûches, elles font partie du parcours. Parce que clairement, moi, ce que j'avais sous-estimé, c'est peut-être un conseil que je peux dire, ou un partage d'expérience pour l'audience ou les auditeurs du podcast, c'est que moi, je n'avais pas pensé que ce serait aussi difficile selon les étapes. Des fois, c'est des problèmes qui ont l'air... Mais en tant que créateur d'entreprise, c'est vrai qu'en ce moment, ça excite tout le monde. C'est très sexy d'être entrepreneur. Tout le monde se voit le nouveau Elon Musk, le nouveau Zuckerberg, en fait, tout ça. Ça a l'air génial, mais c'est un tout petit pourcentage. Et puis, la majorité de la vie d'un entrepreneur, c'est de régler des emmerdes, il faut être honnête, quoi. C'est clair. Moi, il y a eu un moment de bascule où je me suis rendu compte que plutôt que de se bouffer avec ces emmerdes, et c'était plutôt d'accepter que ça fait partie du jeu et que c'est un peu... Moi, j'aime bien aussi les jeux vidéo, comme j'en parlais tout à l'heure. Et les vieux jeux de plateforme qu'on avait, pour passer d'un niveau à l'autre, tu dois battre il y a un boss, quoi, en fin de niveau. Et puis, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que moi, maintenant, chaque fois que je suis face à une emmerde vraiment un peu conséquente, je me dis, c'est que le costume devient trop petit, il y a une embûche, c'est le boss du niveau pour aller au-delà. Et je le vis beaucoup mieux depuis. Et puis, je crois que je suis convaincu d'où je veux aller. Et puis, j'essaie d'y mettre un maximum d'énergie. Puis, je trouve que les embûches, elles font partie du chemin. Si c'était facile, ça se saurait. C'est la semaine passée, j'ai fait un coup de gueule
Je suis pas sûre que je l'ai vu celui-là du coup. Parce que c'est vrai qu'on voit, on est pourri notamment sur toute notre plateforme digitale et autres de gens qui parlent que de revenus passifs. Le fait qu'on pourrait gagner des millions de francs en foutant rien du tout, en sirotant une pina colada. Généralement, il n'y a que celui qui a monté la méthode qui peut faire ça. Puis les autres gogos payent, c'est le fameux jeu de l'avion. Ouais. Et je trouve quand même qu'il faut être honnête parce que ça me fait un peu souci quand même parce que j'en vois, moi j'aurais jamais pensé, avec notamment la période de la crise qu'on a vécue, que le nombre de candidats à l'entrepreneuriat resterait aussi élevé dans l'accompagnement que je fais, dans les cours qu'on donne et autres. Et faut être clair, quoi. Je crois que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je crois qu'il faut être totalement honnête. Et puis, ce que tu disais, c'est la possibilité de passer au-dessus de ces moments délicats, de se remobiliser et puis de rien lâcher. Et puis, de se dire, il y a même des gens qui essaient de torpiller. C'est clair. C'est quand tu commences à avoir un impact, je crois clairement que ça fait partie du profil, quoi. Cette résilience. Même si c'est pas facile tous les jours. Non, d'accord. Mais du coup, ça m'amène à ça tombe très bien, ça s'enchaîne super bien. C'est quoi ta vision donc de l'entrepreneuriat ou si tu veux plutôt dire comment tu distingues quelqu'un qui est fait pour être entrepreneur? Enfin, je sais pas si ça se mixe un peu. Ouais, ça se mixe un peu. Je dirais que ce qui est hyper important à la base, c'est deux aspects. Il y a vouloir donner du sens à ce qu'on fait et puis une envie de liberté. Je crois clairement que si on n'a pas les deux, c'est mal parti. Puis dessus, il faut rajouter des couches. Alors, il y a notamment la couche de la capacité à prendre des risques. Il y a surtout, au-delà de tout ça, la couche peut-être la plus importante qu'est le socle. C'est vraiment cette volonté viscérale de vouloir délivrer de la valeur à quelqu'un. Alors, on peut parler de clients, on peut parler d'audience, c'est complètement égal. Mais je crois qu'on fait ça parce que on a envie d'apporter quelque chose au monde sans être dans les austérismes ou le biblique. C'est-à-dire en quoi je peux faire quelque chose pour essayer de rendre ce monde un peu meilleur que si je n'avais pas entrepris, quoi. Et pour moi, un bon candidat à la création entrepreneuriale, c'est quelqu'un qui peut répondre à cette question. Peut-être pas avec des mots très clairs, parce que souvent ça peut être diffus. Mais quand je rencontre quelqu'un la première fois, c'est vrai que ça s'agisse avant une formation ou avant un accompagnement, coaching ou autre, c'est toujours la première question, c'est pourquoi vous voulez le faire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et si on ne sent pas chevillé au corps comme ça, en fond des gens cette volonté, parce que je veux faire ça, parce que je veux apporter ça, eh bien ça fait vraiment très très court, quoi. Et je pense c'est vraiment ça qui fait partie du jeu, puis d'avoir vraiment ce cœur de whyology qui est comme ça importante. Et après, je dirais que le reste suit. Mais malheureusement, je crois que les statistiques le montrent aussi, il y a plus de 40% des bonnes idées qui se cassent la gueule. C'est pas parce que l'idée était mauvaise, c'est parce que les gens qui l'apportaient n'étaient pas les bons, quoi. Et c'est encore une fois ce qui fait un peu peur, c'est qu'il faut être capable. Je pense qu'un entrepreneur, il a vraiment besoin d'avoir cette grande capacité, cette maturité, quel que soit l'âge des gens, parce que je rencontre des gens très jeunes qui ont envie de monter une boîte ou un projet, mais c'est cette maturité et ce regard réflexif sur soi-même, se dire pourquoi je le fais, et puis avoir conscience de ses propres forces et ses propres faiblesses. Et il y a parfois des situations ou des traits de caractère qui font que l'entrepreneuriat peut même être dangereux à un moment donné. Si on s'engouffre dans quelque chose comme ça et qu'on n'a pas cette capacité à résister au choc, à se remobiliser, à être convaincu qu'on fait quelque chose pour une motivation intrinsèque très forte, on peut tomber sur des gens qui font des grosses cassures. Je pense qu'on ne parle pas, mais qu'on risque quand même malheureusement parfois d'avoir des problématiques de suicide, ça existe quand même. Oui, c'est clair. Moi, ça m'est arrivé heureusement de rencontrer, notamment je pense à une personne, quelqu'un qu'on avait suivi et qui est venu nous voir au bon moment, mais qui était au bord du gouffre, parce qu'évidemment, il avait complètement sous-estimé ce que ça pouvait représenter et sa capacité lui-même à jouer ce rôle, quoi, à être ce personnage. Et du coup, quand tu détectes ça, tu fais quand tu les envoies chez le médecin, tu dis « Et stop, tu es en train de te foutre en l'air la vie » ou qu'est-ce qui se passe, quoi, chez toi, où tu te dis « C'est délicat. Alors, si ça arrive très en amont, ça peut être réorienter la personne vers un autre type, parce qu'on peut exprimer son projet différemment. Est-ce qu'on peut pas aller proposer son idée à une entreprise qui existe déjà et faire un espèce d'intrapreneur, pourquoi pas. Mais alors, heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois vraiment où on était dans cette situation dangereuse, quoi. Et là, l'idée, c'est accueillir, quoi. Ça fait partie de l'empathie, qui est une autre qualité, je pense, indispensable à l'entrepreneur. Et puis, voir dans quelle mesure on peut l'aider, quoi, le tourner vers des gens qui sont des professionnels, parce que là, ça faisait très peur, quoi. Et avec cet engouement, cette espèce de hype comme ça, cette starification des entrepreneurs, ça fait un peu souci parce qu'on peut tomber dans une génération actuellement. J'ai un frère qui est très jeune, mon père s'est marié avec une très jeune femme, mon frère est en 2e année d'apprentissage, et c'est vrai que quand on discute avec lui, il dit « Moi j'ai envie de monter ma boîte, je vais faire un truc, je vais changer le monde ». Mais
est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il n'est pas en train de céder aux sirènes de je ne sais quoi et est-ce qu'il est vraiment fait pour ça, quoi. Donc, des fois, il vaut mieux être le numéro 12 ou 15 d'une grosse boîte que d'être le numéro 1 de sa petite boîte et puis de ne pas supporter, quoi. Donc, c'est clair. Vraiment de après, qui on est. t'apprends, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Du coup, dans les entreprises où tu gères du monde, en fait, comment ta vision en fait, de comment se doit se dérouler l'entrepreneuriat, comment tu arrives à le transmettre ou à donner ton énergie, comment ça se passe en fait à l'interne, on va dire Voilà, ça c'est une bonne question, il faudrait leur demander plutôt à eux, mais c'est vrai que on est passé de 6 quand je suis arrivé, là on vient de signer le 18e contrat, donc, c'est pas mal, et ça continue sans parler des stagiaires, donc ça fait une grosse machine à gérer pour quelqu'un qui était solo-entrepreneur. Parce que je n'ai jamais imaginé avoir du personnel. Mais c'est vrai que je pense que j'ai une certaine manière d'être. Alors, chacun a ses travers, ses talents, enfin ça va souvent de pair. Je suis quelqu'un de hautement énergétique, très communicatif. Et puis, je suis habité de cette passion. Donc, j'essaie de la communauté... tu vois, je m'emballe. De la communiquer au quotidien. Donc, chez nous, je dirais qu'à part le moment où les gens viennent nous demander des vacances ou des augmentations de salaire, on ne sent pas du tout la hiérarchie. Donc on est tous dans le même bateau. Et puis c'est là où je disais que ça m'a pris aussi 12 ans, c'est qu'à un moment donné, il y a un mouvement naturel, un turnover aussi naturel dans une entreprise. Et on a aussi grandi. Donc j'ai été amené à engager du personnel. Et je pense que la première clé, c'est de mettre les bonnes personnes dans le bus, quoi. Après le bus, qu'importe où il va. Mais il y a une question de sélection. On s'est trompé. Je ne suis pas non plus infaillible. Mais clairement, moi, quand je vais chercher une nouvelle ressource, je suis particulièrement attentif à ce que les gens aient cet esprit entrepreneurial. Et on a déjà eu des gens qui nous ont donc quittés depuis que je suis là. Et ce qui est très marrant, c'est que la plupart des gens qui nous ont quittés ne nous ont pas quittés pour aller dans une autre entreprise, mais pour monter la leur. Et très souvent, ça devient des freelances avec qui on travaille. Notre dernier apprenti qui a fini au mois d'août l'année dernière, en dernière année d'apprentissage, il a monté son CrossFit en parallèle du boulot. Et on l'aidait à piloter son projet. Et directement, quand il a fini son apprentissage, il a monté avec son frangin un CrossFit qui marche bien du côté d'Yverdon. Donc, on est dans cet état d'esprit. Donc, quelque part, je pense qu'il y a... J'essaye au jour le jour, moi, de véhiculer les valeurs qui sont les miennes et comment je pense qu'on peut accompagner les gens et pourquoi on est là, pourquoi cette boîte est là et pourquoi elle se développe. Et puis d'un autre côté, je suis particulièrement attentif à la culture de notre entreprise. Donc je suis assez protecteur par rapport à la culture, à qui je fais rentrer dans le bus. Et puis après, j'essaye au maximum d'insuffler, moi et les collègues aussi le font. Donc on est une équipe assez jeune, quoique... Mon associé a 73 ans, mais jeune, c'est dans une question d'état d'esprit. Et on a ce côté très intrapreneur. Donc, la plupart des gens qui sont chez nous font aujourd'hui quelque chose de complètement différent que pour la raison pour laquelle ils ont été engagés, quoi. Ils créent leur propre job, ils viennent avec une idée. Enfin, on est en croissance comme ça, permanente selon les idées, les envies intrapreneuriales des gens qui travaillent. Et du coup, tu utilises leur talent, vraiment, quoi. Leur qualité personnelle, c'est valorisant aussi. C'est exactement ça, c'est qu'on est comme une bande de 18 intrapreneurs, quoi. Après, il y a des gens qui se sentent mieux dans une structure salariale, mais ils présentent tous et toutes des qualités d'entrepreneurs. Ok, bon. Et donc moi, je te vois beaucoup, on est assez loin, Neuchâtel, Lausanne, c'est pas si loin que ça, 45 minutes, mais on se voit pas tous les jours, donc moi, je te suis sur la toile. Ouh là là. Et donc tu communiques, j'ai ta chaîne YouTube, il y a le blog Starterland. Oui. T'as ton compte Insta, Facebook, un groupe Facebook, LinkedIn. Là, tu as fait des pendants du LinkedIn local dont les stars, c'est les Starter Meet, oui. Starter Meet, c'est des apéritifs entre entrepreneurs où le but c'est de se rencontrer et d'avoir un maximum d'énergie et de repartir en brisant la solitude de l'entrepreneur. On a commencé à Neuchâtel, on a des demandes pour Lausanne, Genève, Nice et Québec. Donc, tu vois que ça s'arrête. Wow, c'est beau. Donc effectivement, je suis un peu hyperactif du digital et ça a commencé il y a très très longtemps avec les premiers ordinateurs où les jeux étaient sur cassette audio encore. Oh mon Dieu, j'ai même pas connu, tu vois, je crois. Mais du coup, comment tu fais pour insérer ce digital ? Parce que tu crées tes vidéos, tu as plein de photos. Enfin, je veux dire, quand on regarde ton compte Insta, il est juste parfait visuellement et super attractif et tout. Donc, quel temps ça te prend de faire tout ça ? Tu as des ressources à l'interne ou tu le fais entre 1h du matin et 2h
Alors je ne suis pas forcément révélateur de l'être humain moyen en termes de charge de travail. Alors ça peut paraître un immense avantage ou alors un immense inconvénient, ça dépend des jours, mais j'ai un mode de fonctionnement du cerveau qui est particulier, donc ça me permet d'avoir un gros volume de travail et de vivre bien avec. Alors par contre, c'est vrai que si je suis honnête, je passe entre 3 et 4 heures par jour à faire ça, donc toute cette partie digitale. Alors je dirais qu'elle est imbriquée. C'est ce qui la rend possible, c'est qu'elle n'est pas dissociée de ma vie d'entrepreneur de tous les jours. C'est que ce que je vis au jour le jour vient nourrir mon contenu digital. La plupart des posts que je fais sur LinkedIn me sont inspirés directement par une rencontre avec quelqu'un, un moment vécu. Donc c'est une sorte de documentation de ce que je fais. Les vidéos, j'aime bien le faire le soir ou le week-end. Comme je te disais tout à l'heure, ça m'anime tellement que je n'ai pas forcément l'impression de travailler. Donc tu as l'idée, c'est dimanche 14h, tu rentres de montagne, on discutera montagne peut-être tout à l'heure, tu rentres et là, paf, tu as une idée, tu tournes ta vidéo. Quoi. C'est très souvent, alors notamment pour les vidéos, c'est très marrant, ça peut arriver, c'est très souvent quand je fais du sport, je peux aller courir 25 minutes, 30 minutes, je pense à une idée ou à une thématique, probablement par rapport à des rencontres que j'ai eues ou une thématique que j'ai eu traitée dans la journée ou dans la semaine, et puis c'est bon, quoi, j'ai plus qu'à allumer la caméra, puis après, c'est vrai que j'ai l'avantage d'être à l'aise à l'écrit, en vidéo et dans tout ce qui est photo créatif, quoi, parce que j'ai toujours eu les deux côtés depuis petit. J'ai à la fois le côté quantitatif et le côté créatif qui fonctionnent bien. Donc c'est un immense avantage, ça me fait gagner beaucoup de temps. Par contre, c'est vrai quand même que j'ai beaucoup de... c'est un gros investissement personnel, hein, mais je le fais sans contrainte. C'est-à-dire pour moi, c'est pas vécu comme une corvée ou un mal nécessaire. C'est parce que j'aime faire ça, quoi. J'ai pratiquement arrêté mon activité de DJ depuis pratiquement une année de producteur de musique électronique pour faire ça. Je m'éclate autant à faire une vidéo, à faire des photos ou à écrire un texte que j'avais à produire de la musique. Donc moi, c'est un loisir et un job en même temps. Donc parce que tu sais que ça va faire du bien à la personne qui va le voir, quoi. Par contre, c'est clair qu'à un moment donné, je suis quand même arrivé à un moment, il y a la croissance de la boîte, plus... Comme je suis un peu comme ça, un peu hyperactif de la créativité, j'ai vécu il y a quelques temps, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais un moment de frustration intense en me disant, mince, on n'a quand même que 24 heures dans la journée, malgré mon rythme, je dois quand même dormir aussi, et puis j'avais l'impression de passer à côté de plein de trucs et ça me frustrait énormément. Puis j'avais plein d'autres types de contenus que je veux produire parce que je pense que ça peut servir ma mission qui est d'accompagner des gens pour qu'ils inventent leur propre futur. Et c'est vrai que là, clairement, j'ai pris un certain nombre de décisions. Et il y a quelques mois déjà, on a engagé une ressource interne qui est une ressource interne créative, donc design, photographique et autres, qui était à la base censé m'accompagner et m'aider à produire le contenu, mais croissance aidant, on a obtenu un certain nombre de mandats où cette personne a dû se dédier au mandat. Et pour l'instant, elle a moins de temps pour m'accompagner dans la production de contenu, mais normalement, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout devrait prendre un rythme encore un peu différent à partir de la rentrée d'août. Ouais, on va y venir, quoi. Du coup, tu sais, pour moi, c'est hyper important l'authenticité, la communication avec le cœur et tout. Et comment toi, en fait, dans tes contenus digitaux, tu vois cette authenticité de le toi-même et tout. Enfin, moi, je te vois, tu es en train de me parler là, c'est la même personne que je vois en ligne. Mais comment toi, tu fais, en fait, pour traduire? Est-ce que tu dois te mettre un masque, te mettre en condition? Ou, enfin, je veux dire, tu parles comme ça, viens. Ou alors, effectivement, c'est tout le contraire du masque et de la préparation. Tout au début, si je prends le cas de la vidéo qui a été probablement une des étapes les plus difficiles parce que il faut franchir le cap de la crainte de l'image, on n'aime pas notre voix, on trouve qu'on a une sale gueule. Puis après, à un moment donné, on passe par là-dessus parce qu'on se dit finalement le message est plus important, puis tant pis si ça ne plaît pas. Mais au début, j'étais effectivement, comme tout le monde, je pense, à me dire tiens, je vais scripter, je vais préparer. Et puis, c'était horrible, quoi. C'est-à-dire que la plupart n'ont pas été postés, puis quand je vois les premières, je me dis quelle horreur. Et puis, j'avais aucun plaisir à le faire. Je devais demander je fais ça à la maison, donc je vais demander à ma femme de quitter la maison. Il fallait que... c'était affreux, quoi. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, merde, qu'on ne va pas faire comme ça. J'adore communiquer avec les gens, je donne des cours tous les jours. Les gens qui viennent nous auditer pour les normes de qualité du code m'ont déjà dit, mais arrête de dire des gros mots, calme-toi, tu parles trop vite. Enfin, je me suis dit, et merde, si j'y allais comme ça. Et puis, c'est vrai que depuis que j'ai franchi cette étape, je me suis dit, l'authenticité, pour moi, c'est que je ne me prépare rien du tout. C'est-à-dire j'ai juste la thématique, qu'il s'agisse d'écrire un article ou de faire un podcast comme on le fait aujourd'hui ou de tourner une vidéo. Finalement,
c'est ce qui vient sur l'instant et je vis, c'est simplement de dire ce que je vis en moi, comme tu parlais du cœur ou autre, c'est l'énergie que j'ai en moi, c'est ce que j'ai envie de dire sur la thématique. Et puis ce qui est intéressant, c'est que des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, puis ça ouvre un débat aussi. Et ça permet donc d'être authentique, juste avec soi-même, et puis de donner la possibilité d'interagir. Et je me suis rendu compte que depuis que je suis devenu beaucoup plus authentique, il y a beaucoup plus d'échanges aussi sur mes contenus, donc il y a énormément de commentaires. Et puis ça fait aussi naître des fois des commentaires négatifs ou des horreurs, ma foi, tant pis. Et puis il y en a certains où j'échange, et puis il y en a d'autres qui ne méritent même pas d'échanger, mais ça fait partie du truc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je crois que le mieux, c'est de se dire, allez, je m'autorise d'essayer d'être moi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis ça plaît ou ça ne plaît pas. Et puis pour moi, c'était énormément libérateur. Et puis à partir de ce moment-là, moi, je n'ai plus du tout de problème à le faire. Je peux sortir mon téléphone même en public, alors que contrairement à ce qu'on peut croire, je suis un gros timide. Mais je me soigne. Et, en tout cas, je ne le vois pas. Je pense que cette timidité, elle était aussi conditionnée fortement par le fait de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi-même, quoi. Ouais, ça, c'est terrible, quoi. C'est normal, quoi, mais ça fait partie de la vie. Mais à un moment donné, je crois que je me suis mis en face de moi-même. Je dis, j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que j'ai une mission à accomplir. Eh bien, je vais quand même pas me laisser emmerder et bloquer par ça. Vas-y, et puis on verra bien, quoi. Mais du coup, si tu vois une des personnes que tu accompagnes, à qui tu recommandes, tu vois, par exemple, de faire de la vidéo, de les poster sur LinkedIn, ou voilà, puis que la personne, elle n'ose pas, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou elle se sent pas à la hauteur. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Ça va être quoi ton conseil, en fait, pour qu'elle arrive à passer ce pas? Alors, je crois que le vrai conseil, c'est quand même d'être une fois de plus authentique et juste avec soi-même, ses valeurs et la personne qu'on a en face de nous quand on parle de ça. Clairement, je crois qu'après, il y a plein de théories qui disent qu'il faut faire une analyse force-faiblesse et puis il faut se former sur ses faiblesses. Clairement, on restera toujours moyen, faut être honnête. Il faut être conscient de là où on est bon, puis suramplifier, y aller à 250%, puis là où on n'est pas bon, il ne faut pas faire. Donc, clairement, là, on est en train d'enregistrer un podcast, on peut faire de l'écrit, on peut faire de la photo, on peut faire de la vidéo si on a envie. Il y a de multiples manières de communiquer. Et je crois que ça serait vraiment une grave erreur de se dire, tiens, fais de la vidéo parce que c'est ce qui marche, il faut faire de la vidéo live parce que c'est ce que l'algorithme aime. Si la personne, elle n'aime pas ça, puis que c'est horrible, et puis que ça l'empêche de dormir, elle sera de façon pas bonne, et elle arrêtera rapidement de le faire. Donc le bon conseil, c'est de se tourner vers un mode d'expression qui est le nôtre, quoi, clairement. Et si quelqu'un ne veut pas apparaître parce qu'il n'est pas bien avec ça lui appartient, mais qu'il a un vrai message à faire passer, il peut même le faire au travers d'une présentation PowerPoint, avec une animation, avec des citations, c'est égal, mais vraiment, il faut se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et là, on se sent à l'aise. Alors, certes, il faut quand même savoir se mettre un petit pied au cul, comme j'ai dit avant. Et puis, si on sent qu'on a envie de le faire, et puis que c'est juste une barrière de « j'ose pas me lancer », on tente, quoi. Mais par contre, si vraiment c'est bloquant, viscéral, j'aime pas, j'arrive pas, il vaut mieux choisir un autre mode d'expression. Et quelqu'un qui serait potentiellement à l'aise dans de la vidéo ou de l'audio, ou, enfin peu importe, est-ce que tu lui conseillerais de scripter, tu vois, parce tu disais avant, j'ai préparé mes scripts. Moi, j'ai aussi préparé mes scripts. C'est impossible, je m'y tiens jamais. Donc, voilà, même là maintenant, j'arrive pas. Tu lui dirais quoi? Vas-y spontanément, t'as ton idée, parle, ou quand même, fais-toi un petit plan. Tu sais, c'est assez délicat parce que moi, je connais des producteurs de vidéos YouTube qui scriptent tout et qui sont très bons. Hein. Et puis il y en a plein qui ne scriptent pas, qui sont bons ou mauvais, enfin c'est égal. Je ne crois pas que ce soit... Après, chacun a sa méthode. Par contre, ce que je remarque pour moi personnellement, c'est difficile de dire pour quelque chose d'autre, mais c'est ce qu'il faut choisir, c'est une thématique qui nous anime, qui nous fait plaisir. Il faut choisir, alors, même si c'est une toute petite niche, parce que finalement, encore une fois, on revient à Whyology, il faut vraiment le faire avec une véritable intention, parce qu'on a quelque chose en soi. Si on a envie de parler de quelque chose qui nous anime vraiment, généralement, il suffit de presser le bouton pour que les gens soient intarissables. Hein. On a tous fait l'expérience d'être autour d'une table, un souper, puis quelqu'un commence à nous parler. Alors, si on prend le cas hypothétique de François Pignon dans le dîner de con, si tu lui parles de château en allumettes, tu l'arrêtes plus, quoi. Par contre, si tu lui demandes de parler de fiscalité, ça va être autre chose. Par contre, si tu demandes à un gars qui travaille donc, à l'autorité de taxation ou à l'AFC, de la TVA, il sera peut-être intarissable parce que lui, c'est ce qui l'excite. Et je crois que si on est dans cette zone de flow, si on est dans quelque chose qui nous passionne, finalement, le scripting, alors il peut être nécessaire au début parce que ça peut être une espèce de fil conducteur, fil d'Ariane, un peu bouée de sauvetage au cas où, mais si on est vraiment dans cette zone là où on a vraiment envie de parler, qu'on vit ça, et que c'est plus vraiment un boulot, mais qu'on le fait pour les bonnes raisons, finalement,
le script devient superflu parce qu'on pourrait simplement nous tendre le micro comme on vient de le faire là, presser rec sur la vidéo. On peut de toute façon couper et puis on y va. Après, je dirais que techniquement, peut-être un conseil, parce qu'au début, moi c'est aussi ce qui m'a beaucoup bloqué, il vaut mieux presser record et y aller, puis si on se bloque, on fait une bêtise, on bafouille, on dit un truc qu'on ne voulait pas, on continue, plutôt que d'arrêter et puis de recommencer chaque coup. Ça, c'est le pire, c'est le pire tue l'amour pour la vidéo, quoi, parce que on revient, on recommence chaque fois. C'est l'enfer après, hein, puis non, je sais, comme toi, quoi. Si je dois faire du montage, je fais du montage. Je crois que c'est le mieux. En même temps, des fois, tant pis si je bafouille, quoi. Enfin, mais il y a des gens qui sont excellents, notamment en télévision, hein, qu'on connaît depuis, qui sont des très bons lecteurs de prompteurs. Mais personnellement, moi, avec la personnalité que j'ai, c'est le pire des trucs. C'est vraiment, c'est vraiment le tue l'amour de la vidéo, quoi, pour moi. Je te rejoins. Donc, moi, j'ai l'impression que tu as une vie juste quand même un peu de fou, quoi. Enfin, tu dis que tu as le feu sacré, donc c'est vraiment ça t'aide, ça t'entretient, tu es passionné de 50 000 trucs. Comment tu fais... Non, peut-être avant que je te pose comment tu fais. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as vécu un peu une période de grosse frustration. On en a un peu parlé une fois quand on s'est croisés. Puis tu as été assez ouvert, en fait, parce que tu as communiqué sur la toile, sur le fait que tu as vécu un burn-out d'entrepreneur. Exactement. Et tu peux nous raconter un peu ça? Ah oui, bien sûr. Comment tu l'as détecté? Et t'en as fait quoi? Enfin, ça a été quoi la réflexion pour... Alors, je trouve que c'est super que tu me poses la question, parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas aborder le sujet, parce qu'on dit effectivement un entrepreneur doit être une espèce de Superman qui, au contraire, moi je pense que c'est totalement le contraire. Et si mon expérience, une fois de plus, en rapport avec ma voyologie d'inspiration des autres, peut servir, tant mieux. Il se trouve que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, le temps passe vite. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a 1500 projets dans la tête. Enfin, c'est depuis gamin que je suis comme ça. Donc, je suis habitué. Il y a des moments où je suis un peu plus fatigué que d'autres périodes, mais c'est comme ça. Alors, tu parlais de détection. Eh bien, moi, c'est arrivé à une période où j'avais une très forte intensité. C'est-à-dire que non seulement j'avais toutes mes activités dont on parlait tout à l'heure, les multiples entreprises, plus la création de nouvelles, plus la création de contenu. Et puis, j'ai eu plusieurs grosses conférences à donner, notamment en soirée, quelques gros projets à ficeler. Enfin, j'ai eu 3 semaines où j'ai dormi quelques heures par nuit. Je me nourrissais pas bien à midi, 15 cafés par jour, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça m'est déjà arrivé de le faire sur des périodes courtes. Mais ça a duré un peu plus longtemps, 3 semaines. Quand tu dis pas dormir assez la nuit, parce que comme une fois tu m'as dit, j'ai la chance de ne pas devoir dormir beaucoup, ça veut dire quoi? Mais là, j'étais à 3 heures, 4 heures, par nuit. C'était vraiment débile parce que je travaillais du chapeau toute la nuit, catastrophe. Puis il se trouve que il y a eu le paroxysme. J'ai tenu comme une brute à l'excitation parce que je suis comme ça. Et puis donc, le paroxysme de ça, c'était une conférence où j'ai animé une grande conférence sur le digital face à 250 entrepreneurs non convaincus qu'il fallait en plein homme et tout. Et puis, comme c'est toujours le cas, moi, je me réjouissais des petits fours. Je me dis, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, ça va être trop cool et tout. Et puis, au moment où j'ai fini le discours ou mon talk, j'ai dit aux gens, est-ce que quelqu'un a des questions? Évidemment, comme d'habitude, personne n'en avait. Ouais. Et puis, sur le chemin qui me séparait de la scène jusqu'au petit four, au buffet, ça m'a pris 2h30 parce que là, toutes les questions venaient de manière individuelle. Mais c'est terrible. Classique. Hein. Bon. Et donc, ça m'a un peu fini. Donc, j'ai fini à 12h30, épuisé, rentré à la maison, pas mangé. Et puis le lendemain, j'ai commencé à me sentir pas trop bien. Alors, fatigué, mais un peu mal. Hein. Je sentais clairement que c'était presque de la narcolepsie, quoi. Si je m'arrêtais 2 minutes, je me dis tu vas tomber de sommeil. Enfin, bref. Et puis, il y a eu l'épisode ultime, 2 jours plus tard. Je pense qu'il y avait une espèce de contre-coup. Et puis, on avait l'anniversaire de mon beau-père, c'est peut-être aussi le côté émotionnel. Et puis, je me suis levé le matin. Alors, j'ai toujours été soumis à des migraines depuis petit aussi. Mais là, une migraine pas possible. Et puis, ce qui m'a tout de suite alerté, c'est que j'avais la moitié du visage qui était donc paralysé. Et puis, j'avais une douleur dans le bras gauche. Donc, on a pensé, ma femme et moi-même, à toute autre chose que le burn-out. C'est clair. C'est ce que je te AVC, que sais-je. Et c'était vraiment... Et comme d'habitude, je n'ai pas voulu me démonter. Donc, j'ai dit, non, c'est l'anniversaire de beau-papa, on ne va quand même pas le laisser comme ça. Donc, on est rendu au restaurant comme ça, avec la promesse à ma femme que si elle est... quoi que ce soit qu'elle n'allait pas, on filait à l'hôpital. Et puis là, c'est le beau-père et mon beau-frère qui m'ont dit, t'as vu, je bafouillais, quoi. J'étais comme cotonneux, je n'entendais plus rien du tout. Et ils m'ont forcé quasiment à aller à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, comme d'hab, j'ai voulu minimiser en disant, mais c'est rien, je suis fatigué, je travaille beaucoup, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et puis ma femme, qui a vraiment eu peur cette fois-ci, a dit, non, mais il a d'autres symptômes, visage. Et là, je me suis dit, ça va pas, parce qu'en quelques secondes, je me suis trouvé dans une chaise roulante, quelques minutes plus tard, avec
des gens là, du SMUR, couchés sur une planche là où il fait froid, des électrodes partout, en essayant une fois de plus de dire « Ah, c'est rien du tout, ça va aller ». Bon, là, on m'a dit maintenant, votre rôle, c'est de vous taire et vous vous calmez. Et on m'a fait donc plein de tests parce qu'il subodorait vraiment l'AVC, c'était le premier signe. Et là, j'ai eu très très peur. Et il se trouve que quelques heures plus tard, lorsque tous les examens ont été terminés, ils m'ont dit, je me rappellerai de la doctoresse, non, on a une bonne nouvelle, donc c'est pas un AVC, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous avez vu votre état, quoi. La tension, c'était une catastrophe, vous n'avez pas dormi depuis combien de temps, j'étais vraiment dans un état pas possible. Et clairement, la doctoresse en chef des urgences m'a dit, maintenant c'est vite vu, vous n'avez pas le choix, je vous arrête en 1 mois, quoi. Ce qui me paraissait... pour moi, c'est inconcevable. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je ne me vois pas être arrêté en tant qu'entrepreneur. Arrêté 1 mois, mais et c'était le dimanche, quoi. Et le lundi matin, je repartais au combat pour une semaine d'enfer. Puis elle m'a dit, clairement, si vous continuez comme ça, la prochaine fois, ce sera peut-être beaucoup plus grave. Et peut-être que vous n'aurez pas le choix de vous arrêter parce que vous ne serez plus parmi nous. Donc, j'ai quand même eu très peur. Et du coup, j'ai pu m'arranger pour avoir une petite période. Allez, j'ai fait 2 semaines beaucoup plus calmes. 1 semaine et demie, vraiment, où là, j'ai complètement déconnecté. Plus de bureau. Alors là, chapeau une fois de plus à mon équipe qui a réussi à rebondir à une vitesse incroyable. Par contre, moi, c'était particulier parce que dès le lundi, de cette pause forcée, j'ai dormi 14 heures par jour. Pendant la première semaine et demie, je n'arrivais plus à parler. Mais ils t'ont médicamenté ou Alors oui, c'était l'idée, c'était de me balancer des médicaments. Alors moi, je déteste ça, donc je me suis dit, pas possible, il faut faire autrement. Donc j'ai refusé les médocs, comme à mon habitude. Et puis, donc je me suis tourné, comme à mon habitude, plutôt vers quelques médecines alternatives, puis de prendre du temps, puis d'essayer de réfléchir un peu à ce qui m'avait amené là. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, ça a pris un peu de temps, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à avoir la vie trépidante qui me passionne parce que je ne peux pas vivre autrement, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce genre de casse? Parce que là, j'étais allé vraiment trop... ça fait peur quand même. Voilà, j'avoue que pour la première fois, j'ai eu vraiment peur. Parce que des petits coups de mou, j'en ai déjà eu comme tout le monde, quoi. Ou même des sévères. Quand je faisais DJ et entrepreneur, des fois, c'était pas facile de rentrer après un week-end de mix en Allemagne, after et tout, puis de reprendre le lundi avec un cours de droit, par exemple, c'était pas toujours facile. Mais là, vraiment, je me suis dit, oula, quand j'étais sur ce lit couché, puis qu'ils m'ont posé un cathéter, puis ils m'ont dit, on vous pose ça parce qu'il est possible que ça aille plus loin et que vous deviez aller aux urgences ou que vous opérez, ou que sais-je, quoi. Là, je me suis dit, tiens, ça pourrait s'arrêter là. Et là, ça a été un truc assez violent pour moi qui suis quelqu'un qui a... Ça, c'est aussi partie... Ça fait fonctionnement de mon cerveau qui est un peu particulier, c'est que j'ai beaucoup de peine à gérer les émotions, ce qui fait que je peux être surexcité sur le toit du monde, mais quand il y a un truc qui ne va pas, je suis vite au 4e sous-sol. Et là, c'est vrai que là, tout d'un coup, j'ai réalisé, j'ai pris un peu la patinoire, les joueurs, la roll-bas en pleine poire, et puis c'était vraiment de dire, oulala, là, faut faire quelque chose, quoi. Donc c'était... Et du coup, t'as mis quoi en place? Alors, l'avantage du personnage, c'est qu'il tombe vite, mais se relève très vite aussi. Alors, je suis prudent quand même, toujours. C'est que ça m'a forcé à prendre une décision que je devais prendre depuis longtemps. C'est-à-dire que c'était dans ma tête depuis longtemps de me dire, on en parlait tout à l'heure, tes objectifs, ils sont ambitieux, tu vas aller là, ok, machin, mais tu ne pourras pas y arriver. Alors, j'ai une équipe, mais j'ai tendance à tout prendre sur moi-même. J'ai de la peine à déléguer certaines choses. Je suis hyper perfectionniste. Et à un moment donné, dans cette analyse, je me suis rendu compte, en fait, j'ai pris une feuille. C'est tout bête, ça pourrait servir peut-être à certaines personnes qui écouteront, mais j'ai pris une feuille, puis j'ai noté tout ce que j'aime pas faire, quoi. C'était le premier truc. Et de me dire, mais soyons honnêtes maintenant, je tombe le masque. J'étais tout seul, j'étais au bord d'une piscine en train de me remettre, en Suisse allemande, et ma femme dormait à côté, et clac, j'ai noté tout ce que j'aimais pas. Et je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de choses dans mon activité d'entrepreneur que j'aimais moyennement ou pas faire du tout, qui m'empêchaient, comme on disait tout à l'heure, qui me frustraient parce que je ne pouvais pas faire ce que j'aime le plus. Puis en toute honnêteté, avec un peu de self-awareness, d'une part, j'aime pas, mais je ne suis pas bon. Je dois me forcer à le faire. En général, quand on n'aime pas, on n'est pas bon. Et je crois que tout le monde a son talent et puis ses défauts. Puis il y a certains trucs que je ne suis pas bon parce que je suis viscéralement pas câblé pour faire ça, quoi. Et... la décision qui a été prise, c'était d'une part d'en parler avec mon associé et de dire, je vais être honnête, Pierre, voilà où j'en suis. Il m'a dit, prends ton temps et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Tout le monde m'a aidé dans l'équipe. Et j'ai dit, clairement, il y a plein de missions. Là, moi, si on veut grandir encore, si je veux aller où je veux, c'est pas possible comme ça. Et la décision qui a été prise, c'est donc
on a eu quelqu'un qui va quitter l'entreprise pour monter sa boîte, c'est-à-dire qu'on ne la remplace pas forcément à l'identique rôle pour rôle, mais d'engager quelqu'un qui va être mon adjointe de direction. Ouais. Donc de prendre un bras droit ou une bras droite, je ne sais pas si on dit c'est une dame, qui arrive début août et qui va donc venir s'occuper avec moi. Donc moi je vais rester, parce que j'ai clairement cette caractéristique de développeur, d'innovateur, de défricheur, mais j'ai besoin de quelqu'un qui ensuite vienne m'aider à réaliser mes idées. Et ça pour moi, rien que le fait de l'imaginer, ça a été immensément libérateur, et je pense que c'est ce qui m'a permis de pouvoir remonter sur le cheval beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Par contre, je reste, et là je dis pour les auditeurs une fois de plus, faites très attention, parce que je sens quand même que je reste excessivement fragile, c'était il n'y a pas très longtemps, et que face à certaines adversités, des fois, j'aurais tendance à vite m'énerver ou à moins supporter les choses. Donc je suis quand même hyper prudent. Bon, est-ce que physiquement ou tu vois mentalement ou émotionnellement, est-ce que tu sens qu'il y a un petit, je sais pas comment, une limite que tu dois pas franchir? Moi, j'ai pour avoir fait deux burn-out il y a longtemps, du coup maintenant je sais où elle est la limite, et j'ai un truc à l'intérieur de moi, je sais pas comment dire, au-dessus du plexus, où je sens quand ça tremble. Okay. C'est que je suis arrivée à... Il ne faudrait pas que je continue comme ça. Enfin, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je me pose et tout ça. Donc toi, est-ce que là maintenant, tu arrives, parce que c'est assez récent. Oui, c'est assez récent. Tu es capable de reconnaître, en fait. Oui, alors c'est la boule. Alors, moi, c'est une boule. Ah, la boule. C'est carrément... Ainsi, je sens que ça ne va pas. On parlait tout à l'heure, tu aimes aussi beaucoup écouter des podcasts. Moi, c'est mon moment un peu de décompression, comme ça. Là, j'ai à peu près 35-40 minutes entre chez moi et le bureau. C'est vrai que je prends ma voiture, j'écoute des podcasts. Si le matin, je me lève et que je sens cette boule pendant que je suis en train de faire mon petit truc, je dis, là, il y a un truc qui ne va pas. Depuis que ça m'est arrivé, donc j'ai eu une espèce de reprise, puis d'un coup, tu sais, juste après un truc comme ça, on se sent un peu le roi du monde, parce que après j'ai senti que c'était un peu tendu, puis ces derniers temps, sur quelques aspects, tout d'un coup, j'ai ressenti encore de nouveau ça, et j'ai senti le besoin, par exemple, de prendre un après-midi, tu vois, puis d'aller faire autre chose, d'aller me balader en nature, faire des photos, ce que j'aime bien, ce qui m'a permis puis surtout de réfléchir, de pourquoi ça revient, quoi, qu'est-ce qui... Et il y a encore des trucs à régler, c'est normal, quoi. Mais c'est clair, ça fait partie de l'apprentissage du coup aussi, quoi. Mais je reste l'hyperactif que je suis, mais je vais quand même faire attention parce que j'aimerais durer longtemps, quoi. C'est ça. Ouais, puis là, toi, tu cours depuis 12 ans un marathon, enfin, on pourrait dire un ultra trail. Et ouais, c'est important de se ménager, quoi. Sachant que c'est pas facile. Non, parce que le problème, c'est le moteur de la passion. On en parlait tout à l'heure. Moi, quand je suis dans ce que je fais, j'arrive pas à être sur le frein à main, quoi. Je suis à 250% où j'y suis pas. Et c'est là où je dois faire un petit peu attention, raison pour laquelle je pense juste le fait de pouvoir... Alors, c'est un luxe de pouvoir se dire, est-ce que je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui fait ce que j'aime pas ? Ou est-ce qu'il faut que je sous-traite ce que j'aime pas? Mais ça peut être des décisions. Après, il faut être face à ces trucs. Ça se fait pas sans contrainte. Il y a un moment donné, pour pouvoir faire ça, je dois renoncer à certaines choses de mon côté. Mais ma foi, c'est comme ça. Des solutions, il y a, quoi. Par contre, il faut être capable, une fois de plus, de sortir de cette fameuse zone de confort et de se dire, OK, pour aspirer à quelque chose de différent, c'est comme quand tu es adolescent puis que tu grandis, ça fait un peu mal aux articulations, quoi. Le costume devient trop petit. C'est un peu ça. Cool. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Toute authenticité. Est-ce que toi, tu as une routine d'entrepreneur ou une routine matinale? Enfin, tu vois, c'est la mode maintenant. Oui, Miracle Morning. Entre autres. Alors, j'ai eu très très longtemps une routine que j'ai abandonnée suite à mon problème de santé dont on vient de parler. C'est que j'avais un truc que je trouvais génial, c'est que alors, je n'ai pas changé, mais je me levais tous les matins à 4h30. Ça, c'est le rythme du bonhomme. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc jusqu'à ce problème-là, j'avais un rituel, c'est que je me levais à 4h30, 5 minutes j'étais debout, la paire de baskets, puis j'allais courir 10 km. 3-4 fois par semaine, souvent. Alors ça, c'était assez génial, parce que tu croises des renards, des trucs, tu es tout seul, tu vois, cool. Les gens dorment. Enfin, c'est un truc génial, mais je me suis rendu compte quand même que... vu la vie trépidante que j'ai, c'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Alors, je me lève toujours à 4h30, mais je me accorde dans une espèce de moment où j'ai un nouveau rituel, c'est-à-dire qu'à la place d'aller courir 4 km, 10 km, c'est égal, je me prends un moment pour moi. Donc, souvent, ça se fait comme sous une forme de pseudo-méditation, on pourrait dire comme ça. Et puis, je prends un peu le temps. Ce rituel, c'était parce qu'avant, c'était au pas de charge. J'allais courir, je prenais la douche,
je disais au revoir madame, paf, je fous quelqu'un au boulot. Aujourd'hui, j'ai un peu ce côté où je me lève, je réfléchis un peu, ça m'arrive des fois d'écouter des trucs de méditation pendant 3 à 5 minutes, puis après je prends un peu de temps, quoi. Je prends de plus en plus le temps de déjeuner avec ma femme, enfin, ce genre de trucs. Mais alors, mon rituel, c'est des heures d'arrivée au bureau qui sont un peu les mêmes ou trucs. Sinon, au niveau pour tenir le rythme, parce qu'on me pose souvent la question, je dirais que dans le rituel, mais ce n'est pas forcément codifié tous les jours, mais j'essaie de garder du temps pour faire un peu de sport, donc de course régulièrement. J'aime beaucoup aller m'aérer en montagne et puis je fais excessivement attention à ce que je mange durant la semaine. Le week-end, c'est un peu n'importe quoi, mais la semaine... Donc du coup, tu fais attention à ce que tu manges, légumes, la semaine, je mange quasiment jamais de viande. Et puis j'essaye de faire attention, donc notamment garbage in, garbage out, comme on dit. Donc on a commencé il y a quelques années déjà à être très picky au niveau des aliments qu'on consomme. Donc on essaie de prendre que des choses d'agriculture biologique, locale. On essaie de. On est d'une part sensible à ça parce qu'on n'est pas très loin de la terre, qu'on est plutôt des ruraux aussi. Donc il y a un côté éco-responsable aussi. Puis d'autre côté, c'est vrai que moi j'ai constaté que depuis que j'ai changé de manière de m'alimenter, l'énergie n'est pas du tout la même. C'est clair. Et bizarrement, dans la période où j'ai eu ce pétage de plomb, on peut le dire comme ça, c'était aussi une période où je mangeais moins bien, moins régulièrement, et où j'ai plus aussi mangé de temps en temps de la cochonnerie parce que j'avais pas le temps. Donc je pense que ça a un effet direct. Donc, c'est un peu l'idée. Alors j'ai un rituel un peu comme ça, diffus, quoi. Mais par contre, dans le rituel annuel, par contre, ça, j'y déroge jamais. Et ça m'a changé la vie. C'est mois de janvier, un mois en dehors du bureau. Donc c'est quelque chose de particulier. C'est pas des vacances. Snowboard. Alors ski maintenant, puisque je peux plus depuis le problème de cheville. Mais donc c'est ski. Et je délocalise, je pars vivre au Valais un mois, chaque mois de janvier, depuis 6 ans maintenant. Et c'est... activité de plein air, montagne, je me ressource. C'est comme si j'avais habité dans une autre ville là-bas. J'ai une énergie particulière. Et puis, l'après-midi, je travaille beaucoup sur les projets. Et puis, par contre, j'ai aussi un rituel. L'été, là, c'est un vrai mois de vacances. Ça commence dans quelques jours pour moi, donc je me réjouis déjà. Et là, ce sera le nord de la Norvège jusqu'en haut du Cap Nord, à faire des photos, road trip, donc cabane de pêcheurs. Et ça, je crois que ça fait partie de ma routine annuelle. Et la nature, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte dans on va dire, le fait de pouvoir t'équilibrer? Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est une question. Je me sens super bien en nature dès qu'il y a un peu d'altitude, notamment. Je pense que c'est assez bizarre, mais j'ai besoin de me ressourcer, notamment en montagne ou dans des zones où la nature est forte. C'est une question de vibratoire, je pense, d'énergie ou autre. Et puis, d'autre côté, c'est souvent des moments où je suis, même quand on va marcher, même des fois des grandes distances, notamment avec Caroline, ma femme, c'est vrai qu'on parle assez peu pendant ces moments-là. On est un peu en introspection, mais on est ensemble. Mais je suis un peu dans ma tête. Puis, comme je suis méga hyperactif du digital, comme tu le disais avant, c'est le moment aussi où je m'autorise à pas... pianoter toutes les 2 secondes, à pas être... Parce que je suis un bouffeur comme ça d'informations, je suis une éponge à connaissances, donc j'arrête jamais. Là, c'est notre type de connaissances. C'est prendre le temps quoi, en fait. d'écouter, d'observer, et puis de vivre simplement. Je crois que de vivre l'instant présent. C'est ce que j'allais te dire. Et je crois que c'est dans ces moments-là où j'arrive plus à le faire, parce que sinon je fais 15 choses à la fois. Là, c'est moins le cas. Je suis plus dans l'instant, et pour moi, c'est indispensable, quoi. Et c'est le seul endroit ou le seul moment où je le fais. Waouh, j'admire. Enfin, moi, j'aimerais avoir ça tous les jours. Moi aussi, mais je peux... non, j'aimerais pas avoir ça tous les jours. Je crois mais tu vois, une espèce d'équilibre, en fait, où tu as ces moments de connexion à toi tout le temps, puis ces moments super intenses où tu es passionné, puis tu es à fond, puis tu es méga connecté, où ça part dans tous les sens dans la tête, quoi. Et donc, moi, j'ai 2 questions, en fait, que j'aime bien poser dans ce podcast. C'est quelle était ta plus... Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis dans tes questions. C'est pas grave. C'est quelle est ta plus belle prise de conscience ces dernières années ou dans ta vie d'entrepreneur? Alors, moi, je dirais que la plus belle prise de conscience que j'ai faite, mais c'était déjà il y a un petit moment, c'était de me rendre compte que je suis inemployable. Au sens normal du terme. Inemployable. J'ai toujours bien fait mon travail. Je pense que, au contraire, la passion, j'ai toujours donné 250% de mon énergie. Mais par contre, c'est vrai que la prise de conscience de créer, que toutes les idées que j'avais dans la tête, le seul moyen de vraiment les exprimer pour moi, c'était de
de créer des projets, de me mettre à mon compte, d'être entrepreneur, ça c'était une fantastique prise de conscience. Et depuis, j'ai jamais été aussi heureux, même comme on l'a dit. C'est un long chemin et on apprend toujours. Et puis, je dirais, la prise de conscience que j'ai eue ces derniers temps, qui est vraiment révélatrice, et je me réjouis d'autant plus de la suite, c'est cette prise de conscience que il y a une fois de plus des choses dans lesquelles on excelle, on est bon, on aime faire, puis il y en a d'autres où on est moins bon, on n'aime pas faire, et que malgré mon syndrome du caméléon, encore une fois, qui est depuis tout petit, eh bien, il y a comme des choses que je dois avouer que il faut que je laisse de côté ou que je laisse à quelqu'un d'autre. Tu les délègues, quoi. Et ça a été d'une libération, même si ça entre en vigueur dans quelques semaines, là. Mais pour moi, c'est incroyable. J'ai l'impression de recommencer une nouvelle vie, quoi. Et je me réjouis déjà. Et je pense que j'arriverai d'autant plus à essayer d'aller là où je veux aller au-delà, parce que c'est pas une question, parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent pas déléguer parce qu'ils sont persuadés qu'il y a que eux qui savent faire. Oui. Moi, cette différence, c'est que j'ai eu dans ma vie, on a fait court, mais j'ai eu plusieurs vies en une, et c'est une des premières fois avec la musique, c'est pour ça que j'aime beaucoup la musique, où j'ai pu me rendre compte qu'il y a des choses que j'arrivais plus difficilement à faire. Depuis tout petit, j'ai fait du foot, j'ai été jusqu'à semi-professionnel, j'ai voulu faire du marketing, j'ai eu une croissance de carrière importante, j'ai voulu faire de la banque, j'ai été le plus jeune product manager d'une grande banque. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de facilité dans mes études. Enfin, le personnage est là, j'ai toujours une énorme facilité à apprendre. Et pour moi, ça a été salvateur, entre guillemets, de me rendre compte qu'il y a des choses que je pouvais faire parce que je sais apprendre rapidement, mais que je ne serais peut-être pas le meilleur et que je n'aime pas faire quand même. Et ça, pour moi, c'est génial parce que ça va me permettre de me concentrer d'autant plus sur ce que j'aime faire et d'exprimer le talent et de laisser aux autres là où ils ont un talent aussi. Et puis ça sera encore plus nourrissant et énergisant. Enfin, Oui, et puis de rencontrer quelqu'un qui tout d'un coup est en face de toi et ton double, entre guillemets. De ce que tu n'aimes pas, toi. Tu dis, mais c'est incroyable, si on peut bosser ensemble et qu'on partage les mêmes valeurs, ça va faire des étincelles, quoi. C'est pour ça que je me réjouis absolument. Moi aussi. Et il y aura toujours comme des emmerdes, j'aurai toujours des trucs à... mais... c'est une prise de conscience qui est importante pour moi, c'est de dire tu peux pas être tout et n'importe qui. Il y a quand même il y a des choses. Je crois que je vais vouloir te réinterviewer dans quelques temps. Et puis la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si tu avais un vœu ou un souhait pour changer le monde ou changer le futur. Ça, c'est presque une question. Ça peut être proche, je veux dire, c'est pas obligé d'être la planète entière. Du tout, ça, c'est presque une question destinée à l'élection de Miss France, tu sais. C'est vrai. Non, mais on va essayer de répondre de la manière la moins stupide possible. Changer le monde, c'est une grosse intention, quoi, quelque part. Ouais. Déjà, si chacun à notre petit échelon individuel, on peut faire quelque chose pour contribuer avec notre action à notre échelle individuelle, essayer de le rendre un peu meilleur, c'est déjà vachement bien. C'est ça, puis ton action à toi, alors, ça serait quoi? Moi, clairement, c'est de continuer d'inspirer les gens pour qu'ils inventent leur futur, et inventer leur futur, pour moi, ça peut être... moi, j'adore accompagner des gens qui créent leur entreprise, c'est ce qui m'anime le plus. Mais parfois, ça peut être simplement que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça, et puis de les diriger vers une autre piste, et puis qu'ils retrouvent un job aussi. On a toute une activité que je n'ai pas décrite, où on accompagne des gens en recherche d'emploi. Moi, quand quelqu'un vient me voir, et puis il me tombe dans les bras en me disant « j'ai trouvé un boulot », c'est fantastique, quoi, aussi. Ouais. Et je dirais que, globalement, comme ça, si on me demande, je suis quelqu'un de monstrueusement optimiste, de nature. Je crois que, même si des fois je traverse des périodes sombres, parce que ça fait partie de mon cerveau, mais clairement, j'ai une foi comme ça, pas religieuse, mais comme quoi ça finit toujours par bien aller. Et ce que je trouve des fois un peu dommage, c'est qu'on vit dans un monde, on est en 2018, bientôt 2019, des fois les gens, je crois, ne se rendent pas forcément compte de l'époque dans laquelle on vit. Toutes les époques, il y a des choses sombres, il y a des trucs pas cool, il y a des gens qui sont dans des situations hyper difficiles, je ne renie pas. Mais si on regarde à une échelle macro, c'est incroyable. On vit des périodes les plus incroyables qu'on n'a jamais vécues. Je croise des gens tous les jours quasiment qui décident de changer de vie. On peut le faire. Alors, des fois, ça prend du temps, il y a des étapes, mais tout d'un coup, tu as des gens qui disent, mais 40 ans, mais je me suis trompé, j'ai fait quelque chose, mais je vais changer, et qui le font. On a les technologies, c'est fantastique ce qu'on est en train de faire ensemble. Il y a quelques années, ça aurait été impossible. Tu aurais dû être journaliste à l'RTS, ou tu aurais dû te payer une infrastructure incroyable. Aujourd'hui, on est autour d'une table avec un micro et un petit boîtier. N'importe qui, avec un téléphone portable, peut devenir une chaîne de télé. Donc, si on a une vraie intention et qu'on veut créer quelque chose,
aujourd'hui, tous les outils existent. Et bien, on ne connaît pas la peste noire. Alors oui, il y a des zones dans lesquelles il y a des catastrophes, mais chez nous, globalement, ça va plutôt bien. Même si des fois, voilà, tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines, que j'étais au fond du trou, en pleine période de craquage. J'étais peut-être moins optimiste, mais finalement, je crois qu'il y a de quoi faire, quoi. C'est assez fantastique. Et encore une fois, je crois que si quelqu'un a envie d'inspirer, tenter de changer le monde à son échelle, il peut le faire. Et encore, je vois des gens, là, j'ai encore vu un jeune il y a quelques temps là, que j'accompagne, il ne rêve pas de créer une entreprise. Le type, il lance une plateforme de crowdfunding spécifique à tout ce qui est monde de l'agriculture, parce que lui-même, fils d'agriculteur, c'est bien. Il voulait reprendre le domaine familial, mais il ne pouvait pas le faire parce que personne. Il dit, mais tiens, on va faire. Et ça, il y a quelques années, ça aurait été impossible, impensable. Là, il croise quelqu'un sur son parcours, il lui raconte l'idée, parce qu'il avait approché des sociétés de développement, il n'aurait jamais pu se le payer. Il croise un jeune qui est développeur, qui sort de l'école, le gars croit en l'idée, il dit, écoute, moi, je rentre dans l'aventure. Ils décident de collaborer. Ils font ça la nuit. Et puis là, ils vont lancer bientôt. Moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, moi, si je peux contribuer, tu me poses la question, à mon échelle, à transformer les gens qui peuvent l'être, qui ont l'état d'esprit, l'envie et qui sont faits pour ça, à devenir des starters, pour moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Donc, je vais continuer ça à 250%, quels que soient les projets que je fais faire, seront toujours orientés vers ça. Ouais, et puis tu sèmes des graines et ça permet de faire pousser des fleurs et des arbres et de changer le monde, quoi. Exactement. Après, ça influence d'autres personnes, chacun a sa propre aventure, mais bon, si on peut insuffler un petit bout de chemin, c'est cool, quoi. Donc autant y aller comme ça, de 250%, puis c'est ce qui permet d'avoir cette flamme, quoi, je dirais. Ouais, c'est clair. Et Dan, merci beaucoup pour ton temps. Mais c'est moi qui te remercie, c'est un plaisir chaque fois. Juste génial de discuter avec toi. Si on veut te suivre, parce qu'on te prend sur toutes les plateformes, on te suit sur Insta, sur LinkedIn, YouTube Je dirais que je suis présent sur toutes les plateformes. Celle où je suis le moins actif, c'est Pinterest, parce que j'ai pas forcément le temps non plus. On y croiserait plus mon épouse. Mais tout, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube, je mets une grosse couche en ce moment parce que la vidéo m'éclate vraiment. Ouais. Mais c'est tout par période comme ça. Mais j'essaye d'être actif, surtout si jamais il suffit de taper Dan Noël, généralement on me trouve. Ça marche. De toute façon, je vais mettre les liens dans le descriptif. J'ai la chance d'avoir un nom qui n'est pas trop répandu, donc généralement... Je pense que tu dois être assez bien référencé, du coup. Et c'est possible, si vous faites des recherches, que vous tombiez sur mon autre vie de musicien, de DJ, de producteur de musique électronique. Donc, n'hésitez pas à me laisser également un avis, même si, comme je vous le disais, ça fait donc quelques mois que je n'ai pas fait de production. Donc, quand j'écoute ce que je faisais, c'est quand on entend sa voix à la radio. Ça commence donc, mais je ne désespère pas cet été, durant mon mois de vacances. J'ai quelques idées pour essayer de finaliser un album que j'ai commencé, mais jamais fini. Donc, je te souhaite aussi de pouvoir te reposer cet été. En tout cas, profite bien. Et puis, nous, on se verra en ligne. À bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes. 5, ça serait génial. Et puis, partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.